Les animateurs de cette balado-diffusion n'ont aucun conflit d'intérêt à déclarer en lien avec l'épisode qui suit. Bonne écoute! Bienvenue au Pharmascope. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Pharmascope. Je m'appelle Nicolas Dugré, je suis pharmacien au CIUS du Nord de l'île de Montréal ou à Santé Québec ou à n'importe quelle autre patente qu'il faut appeler ça à cette heure. Allô, moi c'est Isabelle Hébert, je suis médecin de famille au GMF Sacré-Cœur dans la même entité. Bonjour, moi c'est Olivier Massé, je suis pharmacien dans la même organisation que mes deux collègues. Je m'avance pas sur le nom de la dite organisation. Je pense que je vais vous donner la première place, là. Je suis un peu tanné d'avoir géré ça. C'est un Non, peu je veux fatigant. pas. Fait que, salut Phil, Salut, comment ça va? ben, ça va bien, bien content d'être avec vous autres. Ben, on est bien content que tu aies accepté de te joindre à nous. Fait que peut-être je te donnerai une petite minute pour te présenter. Bien sûr, Philippe de Grandpré, je suis pharmacien au GMF Clinique familiale des Prairies à Notre-Dame-des-Prairies et je suis aussi pharmacien au Carrefour interdisciplinaire en douleurs chroniques du 6 de la Naudière. Je pense que ça s'appelle encore comme ça. En tout cas, ils n'ont pas fait changer nos noms à nulle part. Fait que c'est ce que je fais pour l'instant. Donc, je pratique presque exclusivement en douleurs chroniques. Excellent. Faut aussi qu'on te demande là, de prendre un petit instant pour déclarer si tu en as des conflits d'intérêts en lien avec l'enregistrement qui suit. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en lien avec l'enregistrement d'aujourd'hui. Je dois mentionner que je suis président de la Société québécoise de la douleur aussi. Donc, c'est pas vraiment un conflit d'intérêt, là, mais je vais peut-être parler en bien de cette organisation-là. On verra. Mettons, pour l'exercice, puis honnêtement, je te pose la question de façon très, très honnête. Là, je sais pas c'est quoi vos sources de financement, là, mais il y a peut-être de l'industrie quelque part qui vous supporte. Il y a des memberships et effectivement, lors du congrès annuel, il y a des kiosques de l'industrie pharmaceutique, effectivement. C'est pas de l'argent que tu te mets. Ce qu'on en comprend, c'est que c'est pas de l'argent qui va dans tes poches, là, mais. Aucunement. Non, c'est bénévole. Fait que, ben oui, ça faisait longtemps, moi puis Phil, qu'on se disait, ouais, faudrait bien faire un pharmascope, Pour vrai, ça doit faire, je sais pas, 4, 5 ans qu'on se dit ça à chaque année. Fait que, ben, c'est là que ça se passe. Fait on a demandé à Phil de venir nous parler, effectivement, de cannabis, de cannabinoïdes, de douleur, principalement. Tu l'as dit, Phil, c'est ton dada, c'est ton domaine d'expertise, certainement. Puis moi, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on travaille ensemble, moi puis Phil, à l'université, dans certains cours, puis tout ça depuis, je sais pas, là, au moins une dizaine d'années. Puis j'ai quand même vu Phil évoluer au travers de ces années-là avec l'arrivée de différents produits, avec le changement de réglementation, avec tout ça. Fait que je pense qu'on va avoir de quoi d'intéressant aujourd'hui. Clairement, on réussira pas à tout couvrir en un épisode. Fait que plein de choses à jaser, certainement. On va mettre un focus sur la douleur parce que c'est probablement le domaine sur lequel il y a le plus de sciences disponibles, de questions, de demandes de nos patients aussi. Mais on va essayer de couvrir l'ensemble de l'œuvre dans les 2 prochains épisodes. Je commencerai ça sans plus tarder, Phil, avec peut-être un petit retour vraiment de base sur le cannabis, qu'est-ce que ça contient. Je pense que la majorité des gens sont familiers avec les termes THC, CBD, mais en même temps, je sais pas à quel point les gens sont vraiment familiers avec qu'est-ce que ça veut dire concrètement comme différence. Puis, à ma connaissance, il y a comme, je sais pas, là, des centaines ou des milliers d'ingrédients dans le cannabis. J'en connais. Ouais, il y a pas mal de stock là-dedans, effectivement, Nicolas, dans le cannabis. Il y a plusieurs substances. Évidemment, la plus connue est le THC, le tétrahydrocannabinol, qui est la substance psychoactive dans le cannabis et qui est la substance recherchée par généralement les utilisateurs de cannabis récréatifs. Donc, c'est la substance qui va causer le buzz quand on l'utilise. On a mentionné le cannabidiol. Le cannabidiol, c'est une substance qui est non psychoactive. Donc, c'est pas la substance qui va créer les effets buzzants dans le cannabis. Puis en fait, le cannabidiol, il y a justement beaucoup de choses qui se disent là-dessus, étant donné que c'est pas psychoactif, ça fait moins peur aux gens, je dirais, dans mon expérience avec les patients, des fois qui viennent me voir en me disant, ah ouais, mais tu sais, le cannabidiol, ça, c'est pas dangereux pour moi, c'est pas psychoactif, je serais pas endormi, je serais pas étourdi avec ça, je serais pas buzzé. Fait que c'est la deuxième substance qu'on entend parler le plus. Par contre, des cannabinoïdes, il y en a une centaine de différents, là, donc c'est pas 2 substances qu'on va avoir, mais vraiment plusieurs substances qui sont présentes là-dedans. Donc, il y a le cannabigérol, il y a le
cannabinol, il va avoir des flavonoïdes à l'intérieur, il va avoir des terpènes aussi qui vont être à l'intérieur. En fait, les terpènes, c'est ce qui donne l'odeur caractéristique au cannabis. Fait que tu sais, l'odeur de moufette, là, des fois qu'on va noter avec les terpènes, ben c'est ça qui la donne. C'est le bêta-cariophyllène, si mon souvenir est exact, là, qui donne cette odeur-là. Mais tu sais, il y a certains cannabis, par exemple, qui vont être plus des odeurs citronnées, par exemple, ou des goûts d'agrumes. Donc ça, c'est le limonène, par exemple, qu'on va trouver à l'intérieur. On va trouver du bêta-myrcène, on va trouver de l'alpha-pinène. Il y en a quand même une bonne quantité de terpènes. Puis là, on peut entendre plein d'affaires sur les terpènes. Puis des fois, vous allez entendre parler d'effets d'entourage. Il y a quelques auteurs qui parlent de ça. Donc, le cannabis, l'effet du cannabis serait lié à toutes les substances qui sont présentes à l'intérieur du cannabis et pas en extrayant de façon très pure, par exemple le THC ou le CBD. Il y avait ça dans certaines formations cannabis, dans certaines littératures de ça. C'est pas des effets qui sont bien prouvés. Puis là, tu sais, sur les terpènes, il se dit plein de choses, comme tel terpène pourrait avoir tel ou tel effet sur le corps. Encore une fois, c'est pas des choses qui sont bien étayées par la littérature scientifique. Fait que je peux pas vous en dire vraiment beaucoup plus là-dessus. Attends une minute, là, plein d'affaires. Là. De un, il faudrait vraiment qu'on arrête d'inviter des gens qui nous donnent l'air épais. Parce que là, après THC, CBD, là. Pour vrai, on va se le dire. C'est ça. Pas mal sûr qu'il a inventé plein de mots dans ce qu'il dit. Clairement. Je pense pas que ça était vrai. Deuxièmement, l'effet d'entourage, pas sûr, j'ai compris. Ça, c'est parce que l'odeur attire les autres personnes autour de toi? Ça viendrait... Ah ouais, je l'ai pas bien expliqué, tu as raison. Ça viendrait modifier l'effet du THC dans le corps. C'est ça qu'on appelle l'effet d'entourage. Bon, il y a certaines personnes qui en parlent, certaines personnes dans le domaine du cannabis médical qui vont parler de cet effet-là. Donc, de choisir les terpènes qui seraient présents dans le type de cannabis viendrait modifier l'effet du cannabis. Quand on regarde les études cliniques, on parle jamais des terpènes. Mais on est dans le domaine de la sorcellerie ici, là, si je comprends. On est dans le domaine il y a des gens qui disent ça. Mettons, ça. Sinon, bon, tu as commencé avec le THC, le CBD. Je me trompe-tu ou, bon, les études clairement portaient plus sur ces produits-là, on va y venir, mais il y a aussi la raison que c'est à moins qu'il y ait des exceptions, là, je sais pas trop, les produits les plus présents aussi en termes de quantité, là. Tout à fait. Dans les plantes, en fait, quand on regarde l'évolution du cannabis au fil du temps, bon, on a des produits de THC très concentrés maintenant. Là, on a des plantes qui vont produire jusqu'à 30% de THC. Là. Donc, ça, c'est très, très concentré. Le CBD est un peu moins concentré, raison pour laquelle, généralement, le CBD est plus cher aussi. Parce que les variétés pour produire le CBD sont moins productives que les variétés de cannabis pour produire le THC. Fait qu'il y a ça qui est à considérer là-dedans. Puis là, je suis en train de parler de variété. Je sais pas si on va aller là, tu sais, parler de l'indica, parler du sativa. Des fois, on entend parler de ça aussi autour de ça. Donc, il y aurait différentes sous-variétés dans le cannabis, mais c'est fort probablement toute la même plante. Mais tu sais, on va entendre parler des fois, le sativa, lui, va être plus stimulant. Puis le indica, on va l'utiliser plus le soir pour l'insomnie, pour les troubles de sommeil. Puis honnêtement, ça aussi, c'est un peu de la sorcellerie ou des oui-dire. Il n'y a pas d'études, quand on regarde les études cliniques bien randomisées, qui nous définissent qu'est-ce qui a été utilisé, là, du sativa, de l'indica, des trucs comme ça. Vraiment, dans tous les détails, c'est rare qu'on a ça décrit dans les études. Là. Okay. Intéressant. Fait que ça, c'est pour le produit, bon, cannabis en général. En termes de produits de grade pharmaceutique, je vais dire, ben là, c'est beaucoup plus restreint, là, évidemment. C'est pas mal plus, effectivement, restreint. Au Canada, on a 2 produits. En fait, on a le Nabilon. Le Nabilon, c'est du THC synthétique. Et ça, c'est un analogue de THC synthétique. Là. Fait que, des fois, les pharmaciens se disent mon patient me sort du CBD couvert par la RAMQ. Ben non, c'est pas du Nabilon. J'ai déjà eu cette question-là. Le Nabilon, c'est un analogue du THC. Donc, le Nabilon, c'est psychoactif. Là. Si vous donnez du Nabilon à un patient naïf qui n'a jamais utilisé de cannabis dans sa vie, ça se peut qu'il sente un buzz. Là. Fait que c'est important de le savoir. L'indication officielle du Nabilon au Canada n'est pas en douleur. En fait, c'est pour les nausées et vomissements aigus liés à la chimiothérapie. Fait que c'est
principalement pour ça. Le gros avantage du Nabilon, ben, c'est que c'est couvert par la RAMQ et c'est du grade pharmaceutique. Ça veut dire qu'on sait ce qu'il y a dans la capsule. Parce que quand vous achetez du cannabis, ben, que ce soit récréatif ou que ce soit du cannabis médical, on sait ce qu'il y a dedans, mais quand on regarde certaines études, ce qui est dit qu'il y a dedans, puis ce qu'il y a dedans réellement, c'est pas toujours la même chose. Ben, Il faut quand même y faire attention. On a quand même plusieurs études qui se sont portées là-dessus, penchées là-dessus, qui nous le montrent. Eh oui, malheureusement, on a ça. Ensuite de ça, ben, on a le Nabiximol, le Sativex, qui honnêtement, j'ai jamais passé dans ma carrière. Sérieux? Et ça fait 18 ans que je suis pharmacien, j'ai atteint la majorité et je n'ai jamais servi une bouteille de Sativex de ma vie. Fait que c'est une combinaison de THC et CBD sous forme de vaporisateur buccal. Donc, contient 2,7 mg de THC, 2,5 mg de CBD. Puis l'indication officielle, c'est pour les spasmes et les douleurs neuropathiques associées à la sclérose en plaques, puis certaines douleurs cancéreuses avancées. Pourquoi on n'en passe pas souvent? En fait, c'est que c'est vraiment cher. Et ce n'est pas couvert par la RAMQ. Là. On parle d'une bouteille d'autour de 240 $. Fait que c'est quand même dispendieux. Puis la bouteille, en fait, peut passer quand même relativement rapidement. Là, je me souviens plus de la grosseur de la vaporisation, mais il me semble on peut aller jusqu'à 12 vaporisations par jour. Là. Puis il me semble le 12 vaporisations, c'est 1 ml ou plus, puis c'est des bouteilles de 10 ml. Là. Fait que ça peut aller vite. Là. OK. Il n'y avait pas un moment donné, Phil, je sais pas si c'est ma mémoire qui fait défaut, le Marinol, c'était une affaire, ça? Oui, c'est une affaire. Puis c'est pas mal ce que je vais te dire. Mais on a eu ça au Canada un moment donné, me semble, non? Écoute, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai vu le nom dans des études. Là, écoute, je l'ai tapé dans Google Canada Marinol pour le fun, puis contre toute attente, dans les premiers sites web proposés, il y a Salut Bonjour. C'est tout le temps drôle, ça, hein? Salut, bonjour qui sort, ça a comme pas rapport. Mais Salut On Bonjour, constate une la même fiche chose. sur le Marinol, pour une raison quelconque. Et ils font dire que ce n'est plus fabriqué ni vendu au Canada, effectivement. Ils sont sharp en plus, tu sais. Fait que... aïe, aïe, aïe. Fait que je sais pas, en termes de produits, Phil, y avait-il d'autres choses qu'on voulait mentionner? Je pense que ça faisait pas mal le tour des produits. C'est sûr que si on parle du cannabis médical, et là, on tombe dans vraiment beaucoup de produits. Je ne sais pas si on va aller définir tout ça, mais le cannabis médical, en fait, tous les produits que vous trouvez à la SQDC, vous allez les trouver chez les fournisseurs de cannabis médical. Parce qu'on s'entend, le cannabis de la SQDC puis le cannabis des fournisseurs médicaux, c'est le même cannabis. Il y a certaines formulations qui ne sont pas disponibles à la SQDC parce que le gouvernement du Québec, dans sa loi, n'a pas permis qu'on vende, par exemple, certains types de comestibles, les wax pens, les trucs comme ça, là, donc les concentrés. Ben voyons, j'ai l'impression que tu parles une autre langue. Ça me semble une belle opportunité pour du journaliste d'enquête, Isabelle. Elle a une Effectivement, expérience. ça fait longtemps quand même que j'ai donné dans le journalisme Quand tu été d'enquête. sur le terrain, là, il y a Ouais, quelque chose à c'est faire ça. là. Excellent. Ben, je pense, Phil, pour revenir sur les produits de cannabis en soi, je pense que ça va être plus simple peut-être en fin d'épisode de les placer une fois qu'on aura discuté un peu la science sur ces différentes affaires-là. Oui, tout à fait. On peut faire ça là. Tu sais, je dirais juste en résumé que c'est ça. Vous allez trouver des trucs qui sont comestibles, donc des choses qui se mangent comme de l'huile, des bonbons. Puis là, je suis allé faire un tour sur le site de la SQDC pour voir qu'est-ce qui se faisait là, parce que ben je vais pas là à tous les jours. Puis c'est rendu qu'il y a des peanuts au THC, il y a comme des gelées aromatisées au THC, il y a des trucs buvables qui vont avoir du CBD, du THC. Donc la gamme de produits est en constante augmentation. J'ai même vu jusqu'à des suppositoires de THC. Alors, si on parle un peu de science, puis là, on s'est dit, le premier épisode, on va se concentrer sur la douleur. Fait qu'on a essayé de faire un peu une revue de la science disponible en douleur. On va mettre quelque chose au clair tout de suite. La quantité d'études, de revues systématiques, de revues narratives, même de guides de pratique liés à l'utilisation des cannabinoïdes et du cannabis, c'est quelque chose. Il y en a vraiment une pelletée. On a fait des choix là, à un moment donné, là, pour essayer que ça ne dure pas 8 jours, cet épisode-là non plus. Là, fait que, mais si vous fouillez, vous allez voir, là, il y a une tonne. Il y a une tonne. Puis c'est incroyable, la littérature sur le cannabis dans PubMed, ça commence genre en 1833. Là. Puis ils utilisaient ça, ils ont testé ça dans les années 1800 dans plein d'affaires un peu bizarres, honnêtement. Là. Le cannabis en dysenterie, le cannabis en colique, le cannabis en maladie coronarienne. C'était une autre époque.
Fait que une tonne de littérature, beaucoup, beaucoup, beaucoup de ménage à faire là-dedans s'il y en a qui sont intéressés. Fait qu'on a fait des choix, mais c'est ça, là, ça se peut que ça varie un petit peu. Au bout de la ligne, je pense que les conclusions, par contre, reviennent pas mal tout le temps au même. Fait qu'on s'est penché sur la douleur. Clairement, Phil, je pense que la douleur pour laquelle il y a la meilleure littérature de loin, c'est la douleur neuropathique. On est 100% d'accord là-dessus. La douleur neuropathique, c'est pas mal le truc sur lequel on a le plus de données. Puis, tu sais, je pense que c'est important de mentionner là, le cannabis. Puis, en début d'émission, tu as dit, j'ai vu l'évolution de Phil par rapport au cannabis. Je veux l'expliquer ce que tu voulais dire par là, parce que c'est important pour moi de le dire. Quand on travaille en douleur chronique, des fois, on manque d'options pharmacologiques pour nos patients, hein. Mhm. Rapidement, on a fait le tour des options qui sont les plus usuelles. Puis là, on se dit, qu'est-ce que je pourrais essayer d'autre? Puis là, tu sais, dans les années 2010, à peu près, le cannabis médical a commencé à rentrer. Puis, tu sais, il y avait quand même du marketing, de la formation, des trucs comme ça. Et moi, en bon pharmacien qui voulait être capable d'offrir à mes patients toutes les options thérapeutiques possibles, ben, j'ai été excité par le cannabis médical. Malheureusement, mon buzz est retombé rapidement parce que la science ne le soutient pas, malheureusement, comme étant une option WAR. C'est une option qui fait partie des choix, principalement en douleur neuropathique. On va le voir en fibromyalgie, tu sais, il y a quelques données, des trucs comme ça, mais encore là, c'est pas non plus une littérature qui est hyper convaincante en termes de randomisation, de qualité des études. Fait qu'est-ce que j'en utilise du cannabis médical avec mes patients? Oui. J'ai des patients pour qui c'est bénéfique, que ça les aide, mais il faut mettre ça, tu sais, vraiment dans une façon, je dirais, très nuancée, puis d'avoir une idée que le cannabis, c'est pas parce que c'est une plante que c'est sans danger et sans effet nocif pour nos patients, donc c'est définitivement pas bon pour tout le monde non plus. Ben, le bon vieux concept du naturel, hein, puis ça, je sais pas si on a déjà parlé au pharmascope. Je donne toujours le même exemple quand je parle de ça, là, tu sais, quand je parle aux patients qui me disent, non, mais ça, c'est naturel, j'utilise tout le temps l'exemple de la cocaïne. La cocaïne, c'est 100% naturel, c'est pas tellement bon pour la santé, n'est-ce pas? J'aime bien l'exemple de la cocaïne, parce que je trouve que c'est gênant pour la personne devant moi de me répondre, bah, c'est pas si pire, là, quand même, là, tu sais. Fait que c'est pour cette raison-là que j'utilise cet exemple-là depuis toujours. Fait qu'en termes de science, je peux peut-être commencer avec, tu sais, j'ai sorti les revues Cochrane notamment, là. La dernière revue Cochrane sur l'utilisation des produits dérivés de cannabis en douleur neuropathique chronique date de 2018. Il y a certainement des études qui ont été publiées depuis, on en a sorti d'ailleurs, mais j'ai rien trouvé qui venait vraiment changer la donne, là. Fait que je pense que les résultats de cette revue systématique-là restent encore probablement assez valides. Ils ont trouvé 16 études randomisées contrôlées pour un total de 1750 participants. Fait que ça nous montre déjà que on parle pas d'études d'envergure ici. Fait que souvent des petites études. Des études aussi à la méthodologie, parfois un peu problématiques. Fait que, tu sais, sur les 16, il y en avait 9 qui étaient des études randomisées, contrôlées, en groupe parallèle, en bonne et due forme. Il y en avait 6 qui étaient en chassé croisé. Puis, bon, on a déjà parlé dans des épisodes antérieurs du Pharmascope. Le chassé croisé, ça a des avantages en termes de facilité de faire des études, mais ça a des enjeux en termes d'influence sur les résultats, certainement. Puis, il y avait même deux fameuses études qu'on appelle en anglais là, de Enriched Enrollment Randomized Withdrawal Trials. Fait qu'on a parlé, quand on a parlé de douleur chronique, il y a déjà plusieurs épisodes, quand on parlait d'opioïdes. Fait qu'un petit rappel, parce que je trouve ça quand même succulent, ces études-là. Ce sont des études où on prend des gens. Puis là, on leur donne tous le produit en question. Fait qu'ici, ben, un cannabinoïde. Puis là, on regarde ceux qui répondent au traitement puis qui le tolèrent bien. Fait que bref, ceux qui aiment ça. Puis là, on regarde juste ces gens-là, puis on les randomise à continuer le truc qu'ils aiment bien ou l'arrêter, un placebo, ou juste arrêter le traitement, puis là, on regarde ce qui se passe. Et devinez quoi? Quand on fait ça, classiquement, les gens qui ont continué le truc qu'ils aimaient bien, ils trouvent qu'ils vont mieux. Puis en plus, ils trouvent qu'ils n'ont vraiment pas d'effet secondaire. Et c'est surprenant. C'est beau, hein, la science, des fois? Fait qu'il y a ça là-dedans. 12 des 16 études étaient financées par l'industrie. Fait que ça rejoint ce que tu disais, Phil, clairement un rôle de l'industrie là-dedans. Puis bon, on a déjà parlé de ça à maintes reprises. Il y a une partie là-dedans qu'on comprend puis qui est normale aussi. À un moment donné, l'argent ne s'invente pas. Des études qui portaient sur différentes affaires, là, tu sais, 5 des 16 études étaient en sclérose en plaques, 3 étaient en polyneuropathie diabétique. Fait que pour l'étiologie de la douleur neuropathique chronique, ben, il y avait une certaine variabilité, certainement. Ça inclut souvent ces études-là, puis ça, c'est un problème récurrent dans les études de cannabis, des gens qui consommaient aussi déjà à la base du cannabis.
Fait que tu sais, tu fais une étude là-dessus, il faut que tu trouves tes patients. Puis là, ben, en 2025, il y a différentes façons, mais l'une des façons, évidemment, c'est via, par exemple, les médias sociaux, puis des affaires de même. Puis, ben, on peut imaginer que qui lève plus la main facilement quand il voit une annonce de on recrute des gens pour faire une étude où on va te donner gratis du cannabis. Peut-être plus des gens qui aiment déjà le cannabis. Fait que dans certaines études, là, on avait jusqu'à 90% des participants qui consommaient déjà du cannabis. Clairement, c'est un problème quand vient le temps d'évaluer la tolérance puis l'efficacité du truc. Fait que un autre problème qu'on voit souvent avec ces études-là. En termes de produits, beaucoup de variations aussi. 2 études avec le Nabilon, 2 études avec le Dronabinol, qui était le Marinol, 2 études avec du cannabis, puis les autres avec les Nabiximol, fait que les produits comme le Sativex dont on a parlé tout à l'heure. Des études presque toutes, là, il y en avait juste une qui n'avait pas un groupe placebo. Puis quand on regarde les résultats, au bout du compte, pour la quantité de gens qui rapportaient une amélioration d'au moins 30% de leur douleur, on a déjà parlé dans d'autres épisodes, mais c'est souvent le seuil utilisé comme une différence cliniquement significative sur la douleur, une amélioration d'au moins 30%. 39% des gens avec les cannabinoïdes, contre 33% des gens avec le placebo, ce qui se traduit par un NNT à 11. Ce qui est quand même, soyons honnêtes, il faut leur donner, ce qui n'est pas farfelu, là. Mhm. Je veux dire, c'est pas à des années-lumière des NNT qu'on sort avec des anti-inflammatoires, puis des IRSN, puis des ci, puis des ça dans différents types de conditions douloureuses chroniques, là. Quand on regardait même l'amélioration d'au moins 50% de la douleur, encore une fois, les cannabinoïdes qui se démarquaient, cette fois-ci avec un NNT à 20. Quand on regardait la quantité de gens qui auto-rapportaient une amélioration importante ou très importante de leur douleur à un NNT à 11. Fait que il semble avoir un effet en se rappelant quand même les défauts et les limites de ces études-là. Fait que, on les a dit, le financement, les gens inclus, le type de recrutement, randomisation utilisé. J'aimerais juste apporter une petite nuance, Nicolas, sur ce que Vas-y tu viens fort. de dire. La quantité de gens qui rapportent à être mieux, en fait, c'est pas juste la douleur habituellement qui est évaluée là-dedans. Souvent, ça va être l'impression globale de changement, c'est de dire comment je me sens par rapport à je me sentais il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc, est-ce que je me sens mieux? En fait, c'est une échelle qui est intéressante parce qu'on peut se sentir mieux, on peut se sentir pire aussi, là. Fait que ce qui est intéressant à cette échelle-là, c'est aussi d'aller voir est-ce qu'il y a des gens qui se sentent pire en prenant le médicament. Puis j'ai pas vu les chiffres de ça. Fait que tu sais, ce qu'on voit là-dedans, c'est quand même, oui, globalement, il y a à peu près 6% de gens qui vont dire qu'ils se sentent mieux avec un NT à 11, ce qui est pas incroyable, mais ce qui nous permet quand même d'aider les gens. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que les cannabinoïdes dans les études, puis on va le voir là, dans les effets indésirables, dans les NNH, ben souvent, on a des NNH autour de 5, là, des number needed to harm. Fait qu'il y a beaucoup plus d'effets indésirables avec les produits qui contiennent du THC. Puis je le mentionne parce qu'on va parler des études sur le CBD par la suite, où le CBD est quand même beaucoup mieux toléré que le THC en général, là. Fait que je pense qu'il faut quand même le mettre globalement aussi dans risque-bénéfice. On voit qu'on a un NT à 11 puis un NNH à 5. Ben des fois, effectivement, est-ce que notre patient il a moins mal, mais est-ce qu'il se sent mieux? Ça, faut le compter aussi là-dedans, là. Absolument. Fait que, en fait, la fameuse échelle là, qui est utilisée dans plein de domaines, dans le fond, en anglais, là, le questionnaire, c'est do you feel, c'est les patients qui feel much better ou very much better, ou much improved ou very much improved. Fait qu'il peut inclure la perception sur différentes affaires des patients, certainement, mais un NNT à 11. Puis oui, le NNH à 5, c'est ce qui ressort effectivement quand on regarde les effets indésirables globaux. Je trouve toujours ça quand même délicat de mettre en opposition un NNT et un NNH sans se rappeler quand même l'issue. Puis, tu sais, les fins indésirables, ça inclut une tonne d'affaires. Fait que, tu sais, j'aime bien notamment, on en a déjà parlé ça aussi, mais le nombre d'abandons en raison d'un effet indésirable. J'aime bien cette stat-là parce que je trouve qu'au moins, ça montre que l'effet indésirable était assez dérangeant pour que le patient carrément se dise je veux plus prendre mon traitement. Puis là, ben, encore une fois, les cannabinoïdes qui se sont démarqués négativement, mais avec un NH à 25. Mais oui, au bout du compte, certainement, des produits qui présentent des bénéfices limités, puis même limités probablement avec des études qui les aident, là, tu sais, qui les mettent en valeur, des effets indésirables qui sont communs, qui sont fréquents. Quand on regarde ceux qui sortent le plus dans cette revue systématique-là, des effets indésirables de nature neuro ou psychiatrique avec des NNH entre 3 et 10, là. Puis Nico, un point important quand même, c'est pour les NNH, tu sais, tu parlais que beaucoup de patients qui avaient déjà été des utilisateurs ou qui avaient un a priori positif envers le cannabis, donc probablement que nos vrais NNH chez des patients naïfs seraient probablement un peu plus bas, là. En effet.
Mais Donc, là, on ça spécule, prend, là, soyons non, transparents. non, ben c'est juste, tu sais, avoir un regard critique sur ces Absolument. chiffres-là, puis les approcher avec un peu de prudence. Absolument, absolument. Phil, tu as amené un point intéressant, puis c'est peut-être le temps de régler ça tout de suite. T'sais, on a parlé au début du CBD, du THC. Pour une raison que j'ignore, puis je ne sais pas, Isa, Oli, si vous avez la même impression, mais le CBD semble avoir fait plus son chemin dans l'imaginaire collectif, je vais dire, en termes de produits à favoriser à des fins thérapeutiques. Moi, en tout cas, c'est ce que j'entends souvent des patients, là, fait qu'ils ont retenu que c'était anti-inflammatoire, puis que c'était c'était mieux toléré, effectivement, comme Phil l'a dit, c'était l'ingrédient qui n'est pas psychoactif, puis qui ne fait pas buzzer, puis ci, puis ça. Mais soyons clairs, là, puis ça va se répéter dans tous les domaines dont on va jaser. La majorité des études qui ont démontré des bénéfices des produits dérivés de cannabis, ben, contiennent du THC, voire dans des cas même que du THC, là, les études avec la nabilone, notamment, Phil. Oui, effectivement, les études avec Nanabilon, c'est du THC. Puis en fait, si tu me permets, il y a eu une revue de littérature récente sur le CBD. Puis en fait, le titre de l'article était quand même un titre. Tu sais, des fois, il y a les titres, il y a comme un biais déjà dans le titre, là. Cannabidiol Product for Pain, Ineffective, Expensive and with Potential Harms. Puis je pense qu'il faut quand même aller relativiser ce qui est dit là-dedans, là. Parce que le potential harm, il faut garder le mot potentiel, là. C'est pas si pire que ça non plus, là. Dans cette étude-là, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'effectivement, les produits qui sont vendus, mettons, en vente libre, comme étant des produits de CBD, bien, il y a certains produits qui contiennent du THC aussi à l'intérieur. Les doses qui sont inscrites sur les pots ne sont pas toujours fiables. Ça, c'était avec des produits américains principalement que ça a été fait. Ensuite de ça, si on regarde les études de CBD en douleur, il y en a. Dans cette méta-analyse-là, ils ont trouvé des études sur une dose de CBD pour des douleurs aiguës habituellement. C'était en fait à peu près la même efficacité que le placebo, là. Quand on regarde les chiffres, c'est vraiment il y a une étude qui favorise un petit peu le placebo, il y a une étude qui favorise un petit peu plus le CBD, mais c'est pas mal sûr, c'est pas significatif, là. En fait, c'est pas significatif. Ensuite de ça, il y a d'autres études post-opératoires, par exemple, qui ont eu lieu, donc 7 jours ou moins. Et dans ces études-là aussi, on était non significatif. Dans ce qui est intéressant, dans les études à 2 à 4 semaines, toutes les études sont non significatives, sauf une qui était du CBD pour l'arthrose du pouce sous forme de crème. Et c'est sûr que c'est pas vrai, les résultats de cette étude-là. Pourquoi? Parce que 100% des gens ont eu une réponse au CBD. Moi, des études en douleur où 100% des patients vont mieux, j'en ai jamais vu. Zéro louche. dans ma vie. C'est louche. Puis on a des études intéressantes sur 6 à 12 semaines aussi où ça semble pas plus efficace que le placebo, principalement en douleur neuropathique. Puis je pense que je veux aller aborder l'étude sur la spasticité et la douleur neuropathique associée à la sclérose en plaques ou à une blessure au niveau de la moelle épinière. Donc c'est quand même une population assez spécifique. Le gros avantage de cette étude-là, c'est qu'elle n'était pas financée par l'industrie, elle a été financée par des OBNL, genre l'Association de la sclérose en plaques du Danemark, puis le ministère de la Santé du Danemark, puis il y avait d'autres trucs, mais il n'y avait aucun intérêt de l'industrie dans cette étude-là. C'est un essai contrôlé, randomisé contre placebo, dans lequel il y avait 4 groupes dans l'étude. Donc, il y avait un groupe THC, il y avait un groupe CBD, il y avait un groupe THC et CBD, et finalement, il y avait un groupe placebo. Le produit qui était utilisé là-dedans, c'était le dronabinol, sous forme de capsules. Le THC, c'est des capsules de 2,5 mg. Le CBD, c'est du CBD synthétique, donc qui contient aucune trace de THC, qui était à 5 mg. La combinaison THC-CBD, en fait, c'était 2,5 de THC et 5 mg de CBD. Et les patients dans cette étude-là pouvaient prendre jusqu'à 9 capsules par jour, donc 3 capsules 3 fois par jour. C'était ça la posologie qui était acceptée. Donc, pour une dose maximale de THC de 22,5 mg par jour, ce qui, dans les études en douleur, généralement, est une dose qui a de l'allure. Au niveau quotidien, là, ce qu'on voit généralement, ça va être des doses qui vont osciller THC par voie orale entre 5 et 30 mg habituellement.
Dépasser 30 mg, généralement, on ne semble pas avoir d'effets bénéfiques supplémentaires dans la plupart de la littérature. Le CBD, la dose était à 45 mg par jour. Aussi, les études en CBD, généralement, vont osciller entre 25 et 50 mg par jour dans les études de douleur. Donc, on était dans des doses qui cadrent dans ce qu'on voit dans la littérature, généralement. Fait qu'étude de 6 semaines, fait que c'est pas super long. Sur 134 patients, en fait, ils voulaient faire au début sur plus de 400 patients. Malheureusement, l'étude a eu lieu pendant un événement qui s'est appelé la COVID, qui a beaucoup nuit, en fait, au recrutement des patients. Fait que finalement, on a une étude où on a 32 patients dans le groupe THC, 31 dans le groupe CBD, 31 dans le groupe CBD plus THC et finalement 40 patients qui ont pris le placebo. Mais en même temps, pour des études de cannabinoïdes, c'est quand même pas mal, là. Ben, 134 patients dans une étude, c'est bon là, en cannabinoïdes, parce qu'on a beaucoup d'études à 30, 40, 50, 60 patients. Là. Fait que c'est quand même effectivement une bonne étude. Le endpoint, en fait, ce qu'on regardait les issues primaires, c'était la réduction de la douleur et la spasticité. Puis un autre point important là-dedans, les patients ne devaient pas prendre de cannabis avant d'être enrôlés dans l'étude. Fait que c'est une étude de gens qui ne prennent pas de cannabis à la base. Fait que ça, je trouvais ça intéressant dans cette étude-là. Et finalement, les conclusions, c'est qu'il n'y avait aucune différence entre le groupe placebo et tous les autres groupes. Donc, le groupe THC, le groupe CBD, le groupe THC et CBD. Même, en fait, l'étude favorise, le placebo est un petit peu plus efficace que les autres. Mais là, tu sais, un petit peu plus efficace, le 0,2 à 0,4 points, mais c'était pas significatif, évidemment. Là. Fait, ce que ça nous dit là-dedans, c'est que ben, dans cette indication-là de spasticité et douleur liée à la sclérose en plaques ou liée à une blessure médulaire, ben, fort probablement que ça marche pas, les cannabinoïdes aux doses qui ont été utilisées dans cette étude-là. Par contre, les pertes au suivi pour effets secondaires étaient plus importantes dans les groupes qui étaient exposés au THC. Fait que quand même intéressant là, comme étude. C'est une étude qui est non financée par l'industrie et chez des gens naïfs aux cannabinoïdes. Ça vient rajouter, puis cette étude-là est sortie il n'y a pas longtemps, donc qui n'était pas incluse, par exemple, dans la revue Cochrane qu'on a mentionnée, mais ça vient donner un petit peu plus de poids encore à la spéculation qu'on faisait là, il y a quelques minutes, là. Ben, tout à fait, effectivement. OK. Fait que ça, bon, pour la douleur neuropathique, il y a quelques études, puis c'est un domaine où ça a été mis de l'avant, notamment dans certains guides de pratique, là, la fibromyalgie. Effectivement, 2 études, en fait, canadiennes, les deux. Fait que le seul guideline où les cannabinoïdes ont été mis de l'avant, devinez, c'est le guideline de quel pays? Ben, c'est le Canada. Ah. Puis, en fait, pas si que on... c'est les mêmes gens qui ont fait les études puis le guide de pratique. faut lire les noms. Mhm. Fait que si on va dans ces 2 études-là, il y a une étude principalement qui est l'effet du nabilone. Les 2 études ont utilisé le nabilone sur le sommeil en fibromyalgie. C'est une étude qui est randomisée, contrôlée sur ce qu'on appelle un crossover sur 10 semaines. Fait que les patients, ce qu'il y avait au début de l'étude, il y avait un 2 semaines de washout. Donc, fait que Mais je veux aussi, juste arrêter parce qu'on est bien strict là, sur l'utilisation de la langue française, nous. Là. Puis le washout, là, selon notre traducteur maison, c'est délavage. Oui, exactement. Donc, 2 semaines de délavage. Excellent. Donc, c'est une étude où, justement, on commençait par un délavage. Je vais y aller avec washout, si ça ne dérange pas personne. Ensuite de ça, les patients avaient soit de la nabilone ou de la mitriptyline pendant 2 semaines. Après ça, il y avait un washout de 2 semaines, donc on enlevait les médicaments. On refaisait un autre 2 semaines de traitement avec soit le nabilone ou la mitriptyline inversé par rapport à ce qu'on avait eu la première fois. Et finalement, on faisait un 2 semaines de washout et c'était la fin de l'étude. C'est beaucoup de délavage quand même. Il y a beaucoup de délavage là-dedans. Ce qui était utilisé comme médicament, c'était amitriptyline 10 à 20 mg. Donc, on commençait à 10, puis au bout d'une semaine, on n'était pas content, on montait à 20. Et pour le nabilone, on commençait à 0,5, puis si au bout d'une semaine, on n'était pas satisfait des résultats, mais qu'on le tolérait bien, on montait à 1 mg. Ça te laisse pas beaucoup de temps pour ajuster ta dose quand même? Attends que j'arrive au nombre de patients dans cette étude-là. 32 patients, dont 3 ont arrêté l'étude. Un bris de protocole, un effet secondaire et une absence d'effet. Donc, au total, on a analysé seulement 29 patients. Puis le but, en fait, de ça, c'était de voir si la nabilone était équivalente à l'amitriptyline pour le sommeil et tester la tolérabilité. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ça? Pas grand-chose. Pourquoi? Parce que les patients sous nabilone ont rapporté plus d'effets secondaires que les patients sous amitriptyline, mais ils ont rapporté un meilleur sommeil avec la nabilone.
Puis là, à date, parce que c'était des gens qui avaient la fibromyalgie. Ouais. On dirait qu'à date, tu me convaincs pas vraiment de mettre ça dans un guide de pratique pour la fibromyalgie. Fait que j'imagine que l'autre étude, c'est mieux. Ah, écoute, c'est du béton, la deuxième, là. Parce que Parfait. là, Tu on me a quand même rassures. 40 patients. On vient d'augmenter vraiment beaucoup. Donc, étude qui date de 2008, qui a été faite à Winnipeg. La façon dont c'était donné le Nabilon, dans cette étude-là, on donnait 0,5 une fois par jour pendant 7 jours. Puis ensuite de ça, on donnait 0,5 deux fois par jour pendant 7 jours. Et si c'est toléré, on poursuivait. La semaine suivante, on faisait 0,5 le matin, 1 mg le soir. Et finalement, on allait à 1 mg deux fois par jour par la suite. Puis les résultats étaient évalués sur une échelle numérique pour la douleur et sur le FIC, le Fibromyalgia Impact Questionnaire. Si on regarde dans les groupes, il y a eu 5 pertes au suivi dans le groupe, 5 arrêts de traitement dans le groupe Nabilon et 2 dans le groupe placebo. Et dans le groupe Nabilon, il y a 3 patients qui ont arrêté pour effet secondaire. Puis les patients, après une semaine à 2 fois par jour, 1 mg, on arrêtait le traitement. Donc, on évaluait au bout des 4 semaines. Fait que finalement, les gens ont pris la dose 1 mg 2 fois par jour pendant uniquement une semaine. Dans le groupe Nabilon, il semble avoir une amélioration comparée au placebo d'à peu près 0,7 à 0,8 points de moins de douleur après 4 semaines. Généralement en bas d'un point. Sur une échelle de 0 à 10. 0 à 10, effectivement, je n'ai pas mentionné. Habituellement, en bas d'un point, on ne considère pas que c'est significatif comme différence, là. Puis on s'entend que c'est des très petits groupes aussi. Fait que si dans un des deux groupes, on a un ultra bon répondeur, là, ben, ça peut venir biaiser les résultats sur des petits groupes comme ça. Fait que c'est difficile de conclure quoi que ce soit aussi avec une si courte durée et si peu de patients dans l'étude. All right. Fait que, bref, peu de données finalement en fibromyalgie, c'est ce que j'en retiens. Ça m'amène dans la revue de la littérature qu'on a faite pour l'épisode. J'avoue que je connaissais pas, là, mais il y a un guide de pratique canadien qui a été publié en 2024 sur l'utilisation du cannabis dans différents problèmes de santé. C'est ma foi un guide de pratique rempli de surprises. Bon, quand on regarde les recommandations, ben c'est pas mal tout le temps, peu importe la condition de santé, grosso modo en faveur du cannabis. Si on regarde la fibromyalgie, là, puis là, on vient de parler de la littérature en question, eux, ils disent qu'ils ont répertorié 6 études. On va dire, oh mon Dieu, c'est plus que 2. Mais en même temps, ils disent ici, il y a 4 des 6 études qui incluaient des gens avec la fibromyalgie comme participants, mais que les auteurs n'ont pas analysé de façon séparée. Fait qu'il y a des études qui ont utilisé, en fait, 4 des 6 études qui utilisent où il y avait dans les gens inclus des gens avec la fibromyalgie, mais pour lesquels on n'a pas d'informations spécifiques. Bon. Fait que ça me paraît... Puis on compte ça dans 6 études sur la fibromyalgie. Exact. Puis leur recommandation suite à cette littérature dont on vient de jaser, c'est qu'ils recommandent l'utilisation des cannabinoïdes comme traitement adjuvant pour le traitement, le soulagement de la douleur au dos, la lombalgie, pour le traitement de la douleur liée à la fibromyalgie ou pour d'autres problèmes de douleur chez des gens avec de la fibromyalgie qui n'ont pas de réponse adéquate avec des analgésiques standards. On a dit que c'est une recommandation forte. Au moins, on nous dit que c'est avec une qualité d'évidence de type faible. Puis, il y a quelque chose qui me chicote honnêtement. Là. Après ça, il y a la petite section valeurs et préférences. Là, on vient mettre un peu plus de contexte. Puis, on nous dit que cette recommandation-là met beaucoup de valeur sur la possible amélioration sur la douleur, sur le fonctionnement, sur la qualité de vie. Aussi sur d'autres issues apparemment comme l'anxiété, qui est souvent un problème chez les gens atteints de fibromyalgie. Puis on nous dit qu'on considère aussi le faible risque d'effets indésirables non sérieux, comme les yeux rouges, l'augmentation de l'appétit, des choses comme ça, en comparaison aux effets indésirables, ici on ne dit pas non sérieux, des analgésiques standards comme la constipation, la perte d'appétit, le manque de clarté mentale, l'affect réduit et les fameuses hémorroïdes. C'est l'effet secondaire que je mentionne à tous mes patients, les hémorroïdes, Nicolas, lors de toutes mes consultations. Là. Ben moi c'est juste avec les analgésiques standards, là, par exemple. Pour moi, j'étais assez en ligne avec eux, là, je dirais, là, mais on dirait qu'il y a des gens qui ont un parti pris. Là. C'est quand même particulier de dire que les effets indésirables des cannabinoïdes ici te paraissent pas problématiques parce que dans les effets indésirables des analgésiques standards, il y a notamment le manque de clarté mentale.
En tout cas. Et un drôle de guideline. Mais rassurez-moi, là, il y a d'autres lignes directrices, disons, avec une meilleure méthodologie, j'imagine. Oui, d'autres guides de pratique, évidemment. Là, j'en ai sorti deux. De façon, je vais être honnête, là, très arbitraire, dont un des deux pour lequel j'ai clairement un gros conflit d'intérêt. Là, je vais y venir. Là, je vais commencer avec le premier. Un guideline international. Fait qu'il y a des gens d'un peu partout qui a été publié dans le British Medical Journal. Il portait sur l'utilisation des cannabinoïdes en douleur chronique. Ils ont fait leur propre revue systématique de la littérature, ils ont fait leur méta-analyse, ils ont fait tout ça. Puis, ils ont retenu, pardon, 32 études randomisées contrôlées contre placebo, plus de 5000 participants, surtout des douleurs neuropathiques, évidemment, comme on a déjà jasé. Sur les 32, vous donnez une idée, là, il y en avait seulement 4 qui étaient en douleurs de type cancéreuse. Il y avait quand même, par contre, des étiologies assez variées là, de douleurs puis de douleurs neuropathiques. Fait que c'est sûr que ça fait un petit melting pot. Mais en gros, au bout du compte, ce qu'ils ont trouvé, c'est un NNT pour une amélioration cliniquement significative sur 1 à 4 mois de 10, ce qui est à peu près la même affaire que ce qu'on avait dans la revue Cochrane de 2018 qu'on a présenté tout à l'heure. Il y avait un NNT pour l'amélioration du sommeil. Hein, Phil, ça rejoint ton étude là, sur l'effet du sommeil en fibromyalgie de 16. Il y avait évidemment des effets indésirables, plus que ce qui était mentionné dans le guide de pratique étonnant. Hein? C'est un bon choix de mots quand même. Euh, donc, NNH pour des plaintes cognitives à 50, NNH pour la somnolence à 20, NNH pour des troubles de l'attention. Étonnant, je pensais que c'était avec les analgésiques standards, le manque de clarté mentale pourtant, de 34, NNH pour des nausées, des vomissements de 20 et 34, puis NNH pour des étourdissements à 12. Fait que ça venait, oui, avec un certain effet positif sur la douleur, mais certainement aussi un paquet d'effets indésirables, ce qui les a poussés au bout du compte à recommander l'essai de cannabinoïdes chez les gens chez qui les traitements standards étaient pas efficaces ou pas appropriés. Puis, étonnamment, ici, ils mettent l'emphase sur l'essai d'abord de CBD. Alors qu'on se rappelle que, au bout du compte, clairement, la majorité des études portent en tout cas, au moins sur du THC, puis dans bien des cas que sur du THC, comme on l'a dit. Évidemment, ici, il essaie de mettre de la valeur au fait sur la tolérance. En même temps, je ne sais pas là, votre impression avec cette littérature-là, mais je trouve que le CBD, plus je lis là-dessus, plus ça semble rentrer un peu dans cette bonne vieille rengaine des produits qui font pas beaucoup d'effets secondaires et qui généralement font pas beaucoup d'effets, point. Hmm. Ouais. Le CBD, ça pourrait être genre le Tylenol, peut-être, du cannabis. Ben oui, ou le DPP4 du cannabis. Je peux t'en trouver plein, là, des exemples de même. J'en ai toute une liste de pilules qui servent à pas grand-chose. En même temps, il faut quand même être transparent, là. On l'a dit, la majorité des études portent sur le THC. Il y a un petit peu de littérature spécifique sur le CBD qui est peu impressionnante, peu convaincante, mais il y a quand même pas une tonne de données. Sinon, pour revenir au guide de pratique, ben j'ai sorti les lignes directrices de Peer, qui sont sorties en 2018, avant mon arrivée au sein de Peer. Fait clairement ici le gros conflit d'intérêts, là, certainement, je fais partie du groupe. Mais au bout du compte, avant mon arrivée, ils ont fait leur revue systématique, deux revues systématiques, ils ont fait leur méta-analyse. Pour ce qui est de la douleur chronique, 15 études randomisées contrôlées, dont 13 en douleur neuropathique et 2 en douleur cancéreuse, un petit peu moins de 2000 participants. Puis devinez quoi? NNT pour une diminution d'au moins 30% de la douleur à 11. Hmm. C'est toujours pareil dans toutes les revues systématiques au bout du compte. Ils ont fait des analyses de sous-groupes aussi là, qui montraient des NNT assez similaires, qu'on parle de douleurs juste neuro, qu'on parle de douleurs même en soins palliatifs. Il y avait des études spécifiques chez ces gens-là. Ils ont fait des analyses de sous-groupes aussi ou des sous-analyses quand ils comparaient la taille puis la durée des études. Comme on voit malheureusement dans d'autres domaines, les études souvent plus grosses ou les études souvent plus longues tendent à avoir des résultats moins impressionnants. Fait que, tu sais, je pense que la littérature, on en a quand même pas mal. Oui, elle est souvent douteuse pour plein de raisons qu'on a évoquées, mais elle laisse croire, si on l'accepte telle qu'elle est, une supériorité des cannabinoïdes, ici j'oserais dire principalement du THC ou en tout cas quelque chose qui contient du THC sur la douleur neuropathique chronique principalement. Pour les autres douleurs, là, on va y revenir dans le deuxième épisode un peu, mais c'est souvent juste qu'on a moins d'études, moins de données ou pas d'études, là, fait qu'à un moment donné, on peut pas inventer de réponse. Puis ben, ça fait que la recommandation du groupe Peer, au bout du compte, ben, c'est un peu la même que les gens qui ont publié dans le BMJ, c'est-à-dire ben, considérer ces produits-là chez ces populations-là une fois qu'on a essayé d'autres affaires. Il me semble assez raisonnable. Je sais pas, là, je terminerai peut-être
ce premier épisode un peu là-dessus. Phil, au bout du compte, chez nos patients, donc, qui ont une douleur neuropathique, est-ce qu'il y a une place pour les cannabinoïdes? Puis si oui, c'est quoi? Et en fait, on a des produits sur lesquels on a plus d'études. Donc, je pense qu'on doit se concentrer sur les premières lignes. Ben, c'est utiliser nos traitements de première ligne en douleur neuropathique. Donc, que ce soit nos gabapentinoïdes, que ce soit nos tricycliques, que ce soit nos IRSN. Donc, c'est des médicaments sur lesquels on a le plus de preuves d'efficacité, d'innocuité. On a des études avec plus de patients. Donc, de commencer par ces options-là, ça me semble toujours la bonne idée. Après ça, si on n'a pas une réponse qui est suffisante, quand on regarde les opioïdes, par exemple, en douleur neuropathique, ça a à peu près la même efficacité que les cannabinoïdes. Mhm. Par contre, en termes de tolérabilité, puis en termes de risque pour le patient, les cannabinoïdes me semblent moins à risque que les opioïdes. En tout cas, il y a beaucoup moins de dépression respiratoire causée par les cannabinoïdes, on s'entend. Donc, c'est d'avoir la discussion avec le patient et d'utiliser des cannabinoïdes médicaux pour commencer. Ce que je veux dire par là, c'est de commencer par du Nabilone, qui me semble une meilleure option. Ça va pas vider le portefeuille du patient parce que ça peut coûter assez cher, hein, s'acheter du cannabis médical, là, tout dépendant des produits qu'on se procure. Mais C'est bien. couvert par la RAMQ, donc d'utiliser le Nabilone me semble une bonne option. Après ça, est-ce que ça arrive qu'on utilise du cannabis médical autre? Principalement, j'utilise la voie orale chez mes patients parce que la voie fumée, ben, il y a des conséquences pour la santé à fumer, peu importe ce qu'on fume. Fait que je pense qu'il y a une place, probablement traitement plus, je dirais, de troisième ligne. Puis finalement, c'est d'aller dans une décision partagée aussi au final de ça. Oh non, 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 ça, on haït ça, nous autres. Ben, je le sais, mais c'est ça qu'il faut faire quand même dans cette situation-là parce que ce qui est le fun avec la douleur, c'est que le patient va le dire s'il va mieux ou pas. Tu sais, c'est quelque chose qui est symptomatique. C'est pas, je suis pas en train de réduire son risque cardiovasculaire sur 10 ans, là. Puis il voit pas s'il prend pilule ou pas, si son risque il bouge ou pas. Le patient, il va le savoir dans les semaines à venir s'il se sent mieux, s'il va mieux. Puis on peut faire les adaptations au traitement parce qu'on est dans des symptômes plus de qualité de vie. Donc, ça fait partie des choses que moi, j'utilise dans ma pratique, mais c'est pas ce que j'utilise en premier. Je pense qu'il y a des choses mieux prouvées scientifiquement. J'ai une question. Tu sais, vous parlez de commencer par Nabilone, mais disons que vous avez un patient qui vous arrive en vous disant Hey, j'ai acheté une huile machin à la SQDC, ça m'a aidé, ça m'aide, je le prends depuis tant de temps. Parce que moi, ça m'est arrivé, là, des patients qui m'arrivent avec ça. Est-ce que, puis je parle pour de la douleur, disons, là, parce qu'il y a d'autres raisons qui pourraient nous dire qu'ils prennent ça. Mais est-ce que vous suggérez de switcher à Nabilone? Vous dites, ben si ça marche, on continue la même affaire, mais vous vous organisez avec ça. C'est quoi votre position par rapport à ça? Parce que moi, ça me rend un petit peu mal à l'aise. C'est une excellente question. Je vais regarder ce que le patient m'apporte comme produit. Parce que l'autre chose qu'on n'en a pas parlé, mais il y a des études qui semblent indiquer que les consommateurs de très fortes doses de cannabis ont une sensibilité accrue à la douleur. Fait que ça, pour moi, c'est quand même important de le mentionner. Fait que le patient, il prend quoi? Tu sais, s'il prend, je veux dire, j'ai déjà des trucs qui me sont arrivés, des gens qui prenaient 100 mg de THC par jour. Je veux dire, ils étaient léthargiques toute la journée, là. Parce que c'était des doses qui étaient trop élevées pour les besoins. Comme j'ai mentionné, les doses en douleur, ce qu'on pense, vont osciller entre 5 et 30 mg de THC par jour. Là. C'est pas mal. Si on parle de THC non Nabilone, vraiment le THC en tant que tel, c'est généralement ce qu'on va voir comme utilisation par voie orale. Fait après ça, si le patient il prend un produit qui, pour moi, a du sens. Nabilone, c'est du THC. L'huile de cannabis que le patient m'apporte, ça peut être du THC aussi. Ça reste quand même des médicaments très, très comparables. Après ça, c'est de dire, est-ce que le patient vient pour une autorisation de cannabis médical? Est-ce qu'on est à l'aise à remplir une autorisation de cannabis médical? Est-ce qu'on est à l'aise avec ce que le patient y prend? Puis, est-ce que c'est indiqué pour ce qu'il prend aussi? Donc, tu sais, je suis dans des indications qui ont de l'allure. Fait que c'est un peu ça, mais je pense que si on a fait tout notre examen correctement de la situation, qu'on connaît notre patient, on connaît la douleur, pour moi, c'est des options qui se ressemblent. OK. J'ai une dernière question par rapport au dosage. Tantôt, tu disais, Philippe, que dans les études puis dans ta pratique, là, c'est autour de 20 mg de THC.
grosso modo, là, les doses? En fait, si on va avec le THC, généralement, les doses qu'on va voir, puis tu sais, ça dépend de chaque personne aussi, de la sensibilité, tout ça. Je dirais, on suggère de ne pas dépasser 30 par voie orale. Les doses supérieures à 30 ne semblent pas apporter aucun bénéfice supplémentaire au niveau de la douleur et apportent beaucoup plus d'effets secondaires. Tu sais, les psychoses associées au THC, là, c'est pas à 5 mg qu'on les voit, là. C'est généralement des doses beaucoup, beaucoup plus élevées. Fait que c'est pour ça qu'on veut tomber, tu sais, dans l'espèce de zone où on est quand même pas mal sécuritaire avec le THC. Je vais juste aller parler du Nabilone. Pour le Nabilone, les doses c'est là je m'en allais, usuelles, les doses, oui. C'est ça, c'est pas les mêmes doses? Non, le Nabilone, en fait, les doses usuelles vont être de 0,5 mg au coucher. Comme par exemple en fibromyalgie, c'est ce qui a été utilisé dans l'étude, même si, comme je disais, l'étude, on ne peut pas conclure des choses incroyables à cause de la taille de l'échantillon, mais c'était 0,5 à 1 mg au coucher. Dans les études en douleur, c'est rare qu'on va voir des doses supérieures à 3 mg par jour. Le Nabilone, techniquement, l'indication officielle, c'est jusqu'à 6 mg, là, je pense, mais en douleur, c'est bien, bien rare qu'on va dépasser. La plupart de mes patients sont en bas de 2 mg et moins par jour. Là. Fait que généralement, je commence à 0,5 et on va monter de 0,5 aux 1 à 2 semaines jusqu'à une dose maximale habituellement d'1 mg 2 fois par jour. OK. Puis il n'y a pas d'équivalence, j'imagine, vraiment là, entre Nabilone et les autres produits. J'ai pas vu d'étape de conversion là-dessus. Fort probablement que ça existe à quelque part. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a fait ça. Je les ai jamais cherchés, honnêtement, fait que je pourrais pas répondre à cette question-là. Ben c'est bon, ça fait le tour de mes questions là, que je gardais en rafale pour la fin. Et tu pourras en temps garder pour le prochain épisode aussi. Fait que, merci, Phil, d'avoir accepté de faire ça avec nous. J'espère que tu vas rester là pour un prochain épisode. Ben écoute, j'ai eu du fun, fait qu'on on va continuer ça. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Fait que, en terminant, un petit message habituel, si vous avez des questions, des plaintes, des critiques, des commentaires, on vous invite à communiquer avec nous. Puis sinon, on se reparle bientôt. Bye là! Bye bye! Bye, bonne soirée tout le monde. L'information contenue dans cette balado-diffusion est à titre indicatif seulement et ne remplace en rien l'avis ou le jugement d'un professionnel.